Il y a la santé physique, il y a aussi la santé mentale. Est-ce la grande oubliée de la crise sanitaire? Pierre-Éric Suiter, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue intervenant en prévention des risques professionnels, mais aussi psychothérapeute. Vous exercez en France, un pays reconfiné depuis 15 jours et pour un mois. Ce reconfinement, est-ce que vous diriez que c'est le coup de grâce pour la santé mentale des Français? Pas le coup de grâce, mais clairement, ça commence à faire beaucoup. Les situations pathologiques évoluent et les ressources pour y faire face diminuent parce que clairement, heureusement, les Français ne sont pas complètement par terre. Mais néanmoins, ils commencent à souffrir pas mal de manque de ressources pour faire face à cette crise. Est-ce que vous diriez que ce qu'on vit à l'automne est plus difficile qu'au printemps? Parce que là, il y a le reconfinement, l'arrivée de l'hiver, le nombre de dépressions a explosé en octobre. Est-ce que c'est plus dur maintenant? Alors clairement, puisqu'on commence à rentrer dans une forme de chronicité de la problématique. Autant on se disait quand il y avait juste un confinement, ben voilà, on sait que quand il y aura une fin, on va en sortir. Maintenant, on commence à se rendre compte qu'il pourrait y avoir plusieurs confinements et que cette seconde phase de confinement va peut-être durer plus longtemps que ce que veut bien. Et on ne s'habitue pas? Non, parce que si vous voulez, au bout d'un certain temps, on épuise un certain nombre de ces ressources. Donc il faut complètement reconfigurer l'ensemble des ressources et la vision qu'on a de cette pandémie pour pouvoir se dire, en fait, ce n'est pas juste un moment. Il va falloir complètement reconfigurer notre esprit, notre psyché, nos émotions et même carrément notre vie complète, la reconfigurer pour s'habituer à peut-être vivre des confinements perlés finalement. Avec quelles conséquences? Que vous disent vos patients? Alors, les patients alors, ils réagissent de différentes façons selon qu'ils ont des peurs somatiques. Par exemple, certains sont plus sensibles au fait de mal manger, d'être atteints par la maladie. D'autres, c'est plus des peurs psychiques, c'est-à-dire la peur, de se dire mais comment je vais faire pour m'en sortir, pour retrouver un boulot derrière où il n'y aura plus de télétravail, où on retrouvera des relations humaines. Et d'autres qui ont plus des peurs existentielles. C'est, j'ai eu par exemple un membre de ma famille qui est mort, donc ça me renvoie à ma propre peur de la mort. Donc j'ai une peur existentielle qui vient m'agresser et donc on ne va pas utiliser les mêmes leviers pour soigner ces différentes souffrances psychiques, si vous voulez. Et donc évidemment, les patients souffrent de façon différenciée, ils n'ont pas les mêmes ressources à mobiliser pour faire face par eux-mêmes et avec leur psychologue ou leur psychothérapeute à ces différents troubles. Alors on va s'intéresser à une population, une partie de la population en particulier, ce sont les jeunes, ils sont tout particulièrement touchés. Exemple au Québec avec ce reportage de notre correspondante au Canada, Catherine François. Tous les cours d'université de Marianne, étudiante en journalisme, se donnent en ligne cette année à cause de la pandémie. La jeune femme de 20 ans trouve ça difficile. Son anxiété a beaucoup augmenté depuis le printemps. On ne peut rien prévoir. Personne n'avait prévu qu'il y aurait une pandémie mondiale. Fait qu'encore moins, on peut prévoir que ça va être correct dans un an. Puis si ça va être correct, est-ce que ça va être vraiment correct? Ce qui me fait le plus peur, c'est d'imaginer qu'à l'automne prochain, je recommence la même année interminable. Marianne n'est pas la seule dans cette situation. Un récent rapport de la santé publique de Montréal révèle que près d'un jeune Montréalais sur deux dit avoir des symptômes d'anxiété et de dépression. Et selon un autre sondage mené en avril par la firme Crop, 56% des parents disent que l'état psychologique et émotionnel de leur enfant s'est détérioré. 29% rapportent que le sommeil de leur enfant s'est détérioré et 42% ont constaté une augmentation du sentiment de solitude chez leur enfant. La fondation qui a commandé ce sondage a élaboré une série de recommandations avec l'aide d'une trentaine d'experts pour venir en aide aux jeunes et aux parents. L'idée est d'accompagner le mieux possible le parent et de répondre le plus possible aussi à ses besoins et aux difficultés que lui, il rencontre au quotidien avec l'enfant. Mais ce qu'on est en train de faire ici, c'est de faciliter l'accès aux services de santé mentale. Prise de conscience aussi au sein du gouvernement québécois qui vient de débloquer 100 millions de dollars pour offrir un meilleur accès à des professionnels en santé mentale aux jeunes. Ces derniers ne sont pas les seuls affectés par la pandémie. 86% des psychologues québécois rapportent une augmentation de la détresse mentale chez leurs patients. Je pense qu'il faut aussi soigner la santé mentale de la population parce que si on ne le fait pas, il y a des gens qui n'auront peut-être pas attrapé la COVID, mais qui vont en avoir souffert énormément. Les problèmes de santé mentale non traités ont de fortes chances de devenir des problèmes de santé mentale chroniques qui peuvent nous suivre toute notre vie. Et ça va coûter cher plus tard. Marianne espère maintenant que le virus ne lui volera pas davantage les beaux moments de sa jeunesse. Pierre-Éric Suiter, est-ce qu'on arrive à estimer les dégâts à long terme?
Alors, c'est toujours. Il y a des études épidémiologiques qui peuvent effectivement révéler ce genre de dégâts, mais là, on n'a évidemment pas assez de recul pour pouvoir dire, il y a plusieurs. Enfin, quand on aura plusieurs confinements, sans doute qu'on va pouvoir le faire. En revanche, on est capable de le faire au niveau individuel, bien sûr. Hein. C'est très bien dit. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais on entendait parler de chronicité. Tout à fait. C'est un vrai risque ? Ça, c'est un vrai risque. Effectivement, les psychologues sont très sensibles aux symptômes qui vont montrer qu'effectivement, des choses s'installent dans la durée. C'est ce que disait mon collègue québécois. Effectivement, il faut traiter immédiatement les symptômes qui, par exemple, comme l'isolement, peuvent conduire à des pathologies dépressives. Hein. Ça, c'est clairement quelque chose de très important qu'il faut surveiller parce qu'effectivement, plus on est en amont en prévention et moins on risque d'être en curatif derrière. Et le curatif, sur ce point de vue-là, est très, très long et coûte très, très cher à la sécurité sociale. Eh ben, on va essayer d'être dans la prévention. On va profiter de votre présence pour peut-être faire une petite consultation. Quelles astuces vous pouvez donner aux téléspectateurs qui nous écoutent, qui se reconnaissent là-dedans, pour essayer de passer à travers cette période de confinement, mais même de pandémie, passer à travers de cet hiver? Tout à fait. Alors, j'ai conduit une étude pour évaluer la capacité de résilience des Français lors du premier confinement, et on s'est rendu compte de choses assez surprenantes. Les Français, en fait, ont montré une forme d'acceptation par rapport à cette première pandémie qui était favorable, parce que c'est une ressource importante, d'accepter la situation plutôt que de la combattre, parce qu'on ne peut pas la combattre avec ses petits bras musclés. Donc la première des choses, c'est d'accepter les situations et d'utiliser les informations dont les médias nous diffusent pour apprendre à gérer cette crise. La deuxième chose, c'est évidemment d'aller rechercher du soutien social. Alors certes, quand on est confiné avec sa famille, c'est difficile de le faire, mais n'hésitons pas à multiplier les liens qu'on peut avoir, quand bien même ils sont en visio, les liens téléphoniques, tous les liens par email qui permettent de prendre des nouvelles de ses proches et finalement de maintenir les affects émotionnels collectifs. Une autre chose aussi importante, c'est le contrôle émotionnel. On l'a vu, les gens n'ont pas paniqué pendant la première crise. Hein, donc clairement, il y a des ressources chez les Français qui sont mobilisables. Je signale que vous signez un livre, N'ayez pas peur du collapse, avec l'économiste Loïc Stéphan aux éditions Desclés de Brouwer. Est-ce que vous diriez vraiment d'un mot que le monde est en train de s'effondrer? C'est la théorie de l'effondrement, vraiment d'un mot? Non, il n'est pas en train de s'effondrer, il s'effrite avec le Covid. On n'est pas encore à l'effondrement, donc encore de l'espérance. Bon, un peu d'optimisme. Mais il faut faire face par l'action. Et avec vos conseils, on va peut-être être armés pour ça. Pierre-Éric Sutter, merci beaucoup d'être passé nous voir à TV5 Monde. À bientôt.